Bonjour, bienvenue sur la ferme de Grignon. Aujourd'hui nous allons parler du colza sous toutes ses formes, tourteau de colza gras, tourteau de colza métropolitain classique, tourteau de colza tanné. Pourquoi parler du colza? Puisqu'en fait sur la ferme de Grignon nous n'utilisons plus de soja depuis 2002 avec plutôt une bonne réussite. Et le colza ayant été longtemps montré du doigt pour un tas de problèmes d'inappétence ou de soucis divers et variés, souvent à tort, c'est l'occasion de refaire un point sur ce tourteau et les différentes valorisations. Petit point important sur ce qui peut se passer aujourd'hui sur les filières non OGM. J'ai eu l'occasion d'être en Allemagne il y a peu de temps où aujourd'hui une filière de lait issue d'alimentation sans soja est déjà en place, sans OGM pardon, et du coup on peut imaginer une plus-value sur ce genre de filière en Allemagne. Pourquoi pas imaginer cette plus-value aussi possible en France. Donc nous utilisons ici énormément de colza. Jusqu'à 6 kg sous les 3 formes citées dans la ration des vaches, en complément d'ensilage de luzerne, pour des animaux qui sont autour de 10 000 litres de lait vendus par vache par an. Et à ce niveau de production-là, bien souvent, c'est la méthionine digestible qui est le facteur limitant dans la ration, et l'énergie bien sûr. Donc on peut totalement se passer de soja. Alors le colza a été très souvent accusé de problèmes d'appétence. Ça a pu être le cas il y a une trentaine d'années environ, puisqu'à l'époque les premiers colza simple 0 étaient encore assez riches en glucosinolates, donc ce sont des composés soufrés qui peuvent avoir une certaine odeur. Mais les colza double 0 des années 80 ont imposé des normes aux obtenteurs de faible teneur en glucosinolates, et du coup on n'a plus du tout ces problèmes d'appétence. J'en veux pour preuve qu'ici, nous prenons du tourteau de colza, gras d'ailleurs, pour venir chercher des génisses avec un seau. Et ils suivent, voilà, c'est très appétant, il n'y a aucun souci d'appétence avec du tourteau de colza d'aujourd'hui. Donc là ici du tourteau de colza gras qui est échangé avec un voisin qui a une presse à colza. Donc je cultive du colza et récupère du tourteau de colza gras. Donc vous voyez c'est un tourteau qui se tient un petit peu, hein. Il y a une filière à la sortie de la presse. Et c'est un tourteau qui n'est pas du tout farineux, qui se tient relativement bien. Donc il est utilisé chez nous sur vache laitière, sur génisse. C'est l'unique correcteur azoté sur génisse, mais aussi sur brebis en lactation, en entretien et en agneau à l'engraissement. Donc là vous avez du tourteau de colza 35 métropolitain classique, qui là est granulé. Alors selon les usines il peut être granulé ou en poudre. Et ici vous avez un tourteau de colza tanné, qui là est sous forme de poudre, mais qui peut aussi parfois être granulé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir des petites différences selon les usines sur la valeur PDIA des tourteaux, tout simplement puisque l'huile est extraite dans un premier temps par pressage, mais la fin de l'extraction de l'huile se fait avec de l'hexane, un solvant. Et donc il y a un procédé de désolvantation pour enlever cet hexane qui se fait à haute température. Et donc selon les usines, les températures, les temps de désolvantation peuvent être différents, ce qui peut avoir un impact avec un traitement thermique différent sur le tourteau, qui fait un tannage plus ou moins important et donc des valeurs de PDIA différentes. Aujourd'hui, les tables INRA ne le relèvent pas, mais l'interprofession oléagineuse travaille sur la qualification de ces tourteaux pour avoir une information plus précise pour vous, éleveurs, sur la valeur PDIA, notamment des tourteaux. Alors, nous utilisons en complément du tourteau de colza tanné par rapport aux besoins en protéines protégées. Différentes solutions de tannage existent. Pour des raisons expérimentales, sur Grignon, nous utilisons principalement du tannage au formol, qui est encore aujourd'hui autorisé, même s'il faut prendre beaucoup de précautions pour les utilisateurs au niveau des usines. Des techniques avec des protections thermiques existent, des techniques avec des additifs existent. Voilà, le panel est assez large et aujourd'hui, techniquement, on a montré sur Grignon, notamment sur différentes expérimentations, que ça fonctionne très très bien. Donc nous sommes à Bennes chez Christian Hubert, qui est mon fournisseur de tourteaux de colza gras. Donc colza gras qui titre à environ 12% de matière grasse. Donc c'est déjà une qualité de presse qui permet d'avoir des tourteaux assez peu gras, puisque certaines presses vont monter jusqu'à 20% de matière grasse, qui peut poser problème parfois pour des utilisations en grande quantité sur des ruminants. Donc un petit point sur l'aspect économique. Le tourteau de colza, vous avez des cotations facilement auprès de vos fournisseurs ou auprès de coursiers. Là, l'idée, en fait, c'est de travailler aussi avec l'indexation des marchés à terme. Et donc, on a trouvé un accord avec Christian sur
un prix de valorisation de la graine de colza, un prix de valorisation du tourteau, qui est en gros un Rouen plus 20 €. Et donc on peut se couvrir l'un et l'autre sur la base d'un coefficient d'échange entre ces deux valeurs de graines et de tourteau. Et donc on peut travailler comme ça à terme. Aujourd'hui, je suis couvert jusqu'à la moisson 2017 sur la fourniture en tourteau de colza gras à Grignon. La première étape, c'est la réception de la graine de colza. Donc là, il y a une fosse de 50 mètres cubes qui permet de recevoir 30 tonnes de colza. Après, une fois qu'il est reçu, il faut le nettoyer donc, via le séparateur au-dessus. Donc ça permet d'enlever tout ce qui n'est pas graine de colza du lot. Donc on enlève essentiellement les cailloux pour préserver la presse et tout ce qui est adventice ou paille pour la qualité du tourteau et de l'huile. Donc une fois nettoyées, donc les graines de colza sont stockées dans les différentes cellules qu'on voit. Donc ici il y en a 4 et j'ai une capacité de stockage d'à peu près 6 mois. Une fois stockées, après elles sont acheminées par les vis dans les petites trémies au-dessus de vous et les trémies qui tombent directement dans la presse. Donc voilà la presse, donc une petite presse qui écrase 200 kg de graines à l'heure. Donc les graines nettoyées arrivent par en haut et elles passent à travers, donc c'est une vis sans fin. Donc les graines avancent dans la vis et se trouvent écrasées. Et donc on a l'huile qui soigne de ce côté. Donc le tourteau qui est le produit principal, puisqu'on en obtient les 2/3, et c'est le produit le plus recherché, sort en bouchon à l'extrémité. Puis après, il tombe en bas où il est refroidi avant d'être stocké dans le boisseau. L'huile tombe dans un bac, donc il y a encore beaucoup de sédiments dedans. Donc là, il y a une sorte de grille qui permet d'enlever tout ce qui est sédiment. Et matin et soir, on y va à la louche pour enlever tout ce qui n'est pas huile. Donc tout ça part après en méthanisation. L'huile, une fois passé ce premier gros filtre, va dans les bacs que vous voyez derrière, de décantation, où elle décante. Puis après, elle est reprise, filtrée avant l'expédition. Une fois décantée, donc elle est stockée dans ces cuves. Donc là, il y a 3 cuves qui correspondent à 3 qualités différentes, donc un niveau de filtration différent. Donc mes principaux débouchés pour l'huile, c'est huile en cogénération pour faire électricité et chaleur, huile de démoulage et après huile alimentation animale. Voilà. Donc soit l'huile part en camion-citerne en vrac ou ma spécialité c'est le cubi. L'huile qui part essentiellement en cubi. Voilà. Donc là c'est normalement un débouché en huile de démoulage, mais elle peut très bien partir en huile en alimentation animale. Voilà. Donc une huile de première pression à froid obtenue par une simple pression, donc sans utilisation de solvant, donc qui correspond à l'huile qu'on peut trouver en alimentation humaine, mais je n'ai pas le cahier des charges pour faire de l'huile alimentaire.